Donc là, vous voyez effectivement tout, mais je ne veux pas que vous voyez tout ça. Donc on va repasser juste en mode... Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez rien. Alors, je recommence. On va rester là-dessus. Donc je pense qu'on en était là la semaine dernière, hein, on commençait à regarder quels étaient les éléments du Lego qui allaient être utilisés pour construire ces machines dites de calcul intensif et de façon un peu plus générale de calcul de machines parallèles, parce qu'aujourd'hui toutes les machines sont parallèles. Donc l'élément de base, c'est donc ce qui initialement s'appelait le CPU pour Control Process Unit. C'est en gros le chef d'orchestre qui cadence en fait les instructions qui sont exécutées par les entités fonctionnelles. Donc ça, c'est des choses que vous avez dû voir en cours quand vous avez fait un petit peu d'informatique. Vous savez qu'un ordinateur, donc, fonctionne avec une certaine horloge qui cadence la vitesse à laquelle elle exécute les différentes instructions. Et donc l'horloge, le temps de ce qu'on appelle le temps de cycle, c'est donc le temps de cycle d'horloge, c'est le CPU qui en fait en est le garant, quoi. Et donc il active les différentes unités fonctionnelles en fonction du code qu'il est en train d'essayer d'exécuter ou d'exécuter. Donc lorsqu'on s'intéresse au calcul dit haute performance, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la vitesse à laquelle on fait les opérations. Alors en calcul scientifique classique, on va travailler sur des flottants, donc des nombres flottants. Vous savez que les réels et les complexes, ça n'existe pas sur une machine. C'est déjà la première étape et le premier choc, entre guillemets, culturel qu'il y a entre les maths appliquées classiques et les computational science, où on ne travaille plus sur des corps abéliens, mais on travaille sur un ensemble de flottants qui représentent un sous-ensemble discret et fini de réels et de complexes éventuellement. Et souvent, lorsqu'on fait du calcul scientifique, pour des raisons de précision et de stabilité des schémas, on a recours à l'utilisation de nombres flottants qui sont représentés sur 64 bits. D'accord ? Donc c'est une séquence de 0 et de 1 de longueur 64. Et ça, c'est peut-être des choses que vous avez vues également. Donc là, il y a une norme qui régit tout ça, qui est une norme I3E 754, si je suis... et qui vous indique qu'un nombre flottant sur 64 bits est composé de 3 parties principales. Un premier bit qui est un bit de signe. Ensuite, vous avez, alors de mémoire, 13 bits de mantis, d'exposants, pardon, 13 bits d'exposants et 50 bits de mantis. Ça vous rappelle des choses? Ça, c'est des choses que vous avez vues? On l'a fait l'année dernière. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la représentation 64 bits qui, dans les langages comme le C, correspondent en fait à des types prédéfinis qui s'appellent les doubles. D'accord. Et vous savez, si vous avez tous fait du C, on peut prendre l'exemple C ou pas? Moi, j'en ai fait, mais j'ai du Fortran. Ok. Ben, il se trouve que, je ne voulais pas faire dinosaure en parlant Fortran, mais donc en Fortran, c'est ce qui s'appelle les doubles précisions. En C, c'est ce qui s'appelle les doubles. Et en MATLAB, c'est le défaut. Lorsque vous manipulez un réel en MATLAB, il est aussi codé en 64 bits. Donc, ce n'est pas la seule représentation possible pour les flottants. Ça, c'est la représentation qui, généralement, est câblée au niveau des processeurs pour faire les calculs. Mais il existe on peut renchérir cette représentation en passant en précision étendue, où on va doubler en fait la représentation des nombres est passée sur 128 bits. Donc, ça existe, mais c'est généralement pas câblé, ça va être émulé, et donc ça va être des calculs qui vont être très lents. En revanche, ce qui est câblé aujourd'hui aussi au niveau des unités de calcul, c'est la représentation simple précision qui se fait sur donc la moitié, 32 bits. Et aujourd'hui, avec l'émergence des applications de nature diverses et variées en IA, où il se trouve qu'on n'a pas besoin d'un niveau de précision qui est celle requise par exemple, la simulation à base de DP, on a de plus en plus sur les processeurs émergents des calculs qui se font aussi juste sur du 16 bits. D'accord ? Donc là, les références, lorsque dans le cadre de ce cours, on parlera de flop, généralement, on parlera de flop sur des flottants 64 bits.
D'accord, et c'est ce qui a jusqu'à aujourd'hui a permis qui a été pris comme unité de mesure des performances, des capacités de calcul des ordinateurs. Donc, la capacité de calcul sur un ordinateur, on va la mesurer en nombre d'opérations sur des nombres flottants par seconde. Et ça se mesure donc en flops. Et on va retrouver les unités classiques, qui sont les mêmes que celles que vous avez en physique. Donc, on va avoir des mégas, des gigas, des téras, des pétas, des hexas et des zétas. Sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière, les processeurs classiques qui constituent vos laptops ou autres sont des processeurs qui ont des puissances de crête qui sont de l'ordre du gigaflop. Donc ça fait 10 puissance 9 opérations flottantes par seconde. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la puissance aujourd'hui du calculateur le plus puissant installé quelque part dans le monde, et puis on verra où il est plus tard. Est-ce qu'on se situe, donc giga c'est votre laptop, ensuite on a téra, péta, hexa et zeta. En pétaflop. Qui dit mieux? Bon, enfin là, vous avez, qui dit mieux ou moins, mais... oui, je vois quelqu'un qui parle, mais sans activer le... Je parlais dans ma tête, mais avec du quantique, on peut pas aller encore beaucoup plus haut que ça. Ou alors le quantique, pour l'instant, c'est un peu de la science-fiction. Donc ça commence à exister. Il y a des émulateurs qui existent. Les premières machines quantiques travaillent dans des régimes qui sont vraiment différents. Donc c'est des qubits, c'est plus des bits dont on parle ici. Il y a des émulateurs qui existent. Les premières machines avec quelques qubits, voire quelques dizaines de qubits, commencent à être assemblées. D'ailleurs, la France est plutôt bien placée dans ce domaine-là. Mais dans le cadre de ce cours-là, je ne parlerai pas de quantique. Le quantique, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prometteur et qui, le jour, et si ça existe, dans tous les cas, sera un outil complémentaire par rapport aux calculateurs classiques, plus classiques dont on parle ici. Donc, aujourd'hui, les machines les plus puissantes, elles sont entre les pétaflops et les hexaflops. Alors, là, on parle de choses qui sont, je pense, assez abstraites pour vous. Si on prend un hexaflop, et je reprendrai un exemple, je pense un peu plus loin dans le cours, donc c'est 10 puissance 18, opération flottante par seconde. La population mondiale, vous savez combien on est à l'ordre zéro, combien on est d'humains aujourd'hui à la surface de la Terre? 5 milliards de personnes. Ok, donc à l'ordre zéro, on l'arrondit à 10. Ah, oui. Ok, donc ça fait 10 puissance combien ça? 10 milliards 9. 1 milliard c'est 10 puissance 9, donc si j'en ai 10, c'est 10 puissance 10. Ok. Donc si je ramène cet hexaflop à la population mondiale, dont j'ai pris une approximation à l'ordre zéro supérieur qui a 10 puissance 10, ça fait 10 puissance 8 opérations flottantes par personne. Et 10 puissance 8, ça fait combien? 10 millions Bon, 100 millions, pardon. Ouais, 100 millions, ouais. Donc ça fait 100 millions d'opérations flottantes par seconde. Donc si je vous demande de diviser pi par 3, et que vous faites ça sur un bout de papier, je pense qu'il vous faudra déjà plusieurs secondes pour le faire. D'accord. Et là, ces machines-là auront la capacité de faire l'équivalent de 100 millions d'opérations par individu à la surface de la Terre. C'est absolument gigantesque. Donc ça, c'est en gros, c'est ce qui va constituer le moteur de votre machine. C'est l'endroit où les opérations se font. Ces opérations, elles se font sur des données. Ces données, il faut également les représenter. Il faut aussi arriver à les stocker quelque part. Généralement, elles sont stockées en mémoire. On ne va pas rentrer dans le random access memory, dont on va évaluer les performances en termes de capacité de stockage, qui est plutôt du mégabyte, gigabyte ou terabyte, voire pétabyte sur les plus grosses machines aujourd'hui. Mais aujourd'hui, sur un laptop, vous avez quelques gigabytes, généralement de mémoire vive, quelques étant dépendent de ce que vous pouvez investir dans votre machine. Donc ça, c'est le FPU, c'est le moteur, ça c'est le réservoir, et ensuite il nous faut une durite pour alimenter le moteur à partir du carburant.
Et ça, c'est généralement, on va dire, un réseau d'interconnexion. Alors là, je suis désolé, mais les couleurs ne sont pas sorties. Donc le symbole, c'est ce petit trait. Et puis les mesures de performance se font généralement en mégabits, donc en nombre de 0,1 qu'on est capable de faire transiter sur ces fils d'interconnexion. Donc ça, c'est les pièces élémentaires du Lego qui va nous permettre de construire macroscopiquement et fonctionnellement les machines parallèles sur lesquelles on va être amené à travailler. Alors, la machine la plus simple qu'on puisse réaliser, en fait, c'est votre PC. Et votre PC, ça, c'est ma vision de votre PC. Votre PC, comme machine de calcul, c'est rien d'autre que une unité de traitement qui est capable d'opérer sur des opérandes qui sont stockés dans la mémoire centrale de votre machine. D'accord ? Et si on regarde le fonctionnement de ce schéma-là de machine, donc ici, on a dit qu'on était de l'ordre du gigaflop. Si on veut aller vers le péta ou l'hexa, où se trouve la limitation et à quoi est due la limitation d'une architecture sur cette base-là? C'est la vitesse dont on rabatterie les données de RAM est pas assez élevée. Alors, même si on était capable de les rapatrier, effectivement, on va s'apercevoir que là, il y a un goulot d'étranglement. Mais même au niveau ici de l'unité de traitement, elle est cadencée par une horloge, d'accord? Là, enfin, on l'a peut-être pas dit, mais aujourd'hui, sur les machines qu'on utilise de façon assez classique, on a une fréquence qui est de l'ordre du gigahertz, d'accord? Et technologiquement, on a du mal à monter plus haut, pour une raison qui est toute bête, qui est une raison électrique, qui fait que ça consomme trop d'énergie et ça dissipe beaucoup d'énergie thermique. D'accord ? Si vous avez eu l'occasion d'ouvrir le capot d'un PC, vous devriez repérer assez facilement la CPU de votre machine parce qu'elle est cachée derrière un énorme radiateur qui ressemble à une pièce généralement en alu ou en métal qui dissipe facilement la température et avec plein de petites ailettes, un petit peu comme les moteurs thermiques de certaines motos, enfin, des motos qui sont avec un refroidissement thermique. D'accord ? Donc en fait, la limitation de ce type d'architecture, elle est technologique, elle est au niveau des fréquences qu'on peut utiliser pour faire fonctionner l'unité de traitement. Donc si on peut pas, enfin si la limite se trouve au niveau de l'unité de traitement, ben, la première voie qui a été investiguée pour augmenter la puissance de calcul, elle est toute simple. Elle a consisté à rajouter plusieurs unités de traitement connectées à une même mémoire et faire fonctionner simultanément ces différentes unités de traitement. Et donc là, on commence déjà à parler, quand on va faire fonctionner simultanément ces différentes unités de traitement, on commence à parler de calcul parallèle. Ce qui s'appelle calcul parallèle aujourd'hui, c'est la capacité à faire fonctionner simultanément dans le temps plusieurs unités fonctionnelles. Donc ces machines, lorsqu'elles sont apparues, se sont appelées également des machines à mémoire partagée. Donc ça, ces premières architectures sont apparues dans les années 80, fin des années 80. Elles s'appelaient machines à mémoire partagée. Vous voyez bien pourquoi, parce que en fait, toutes les unités de traitement étaient reliées à la même mémoire, donc accéder aux données qui étaient stockées au même endroit physiquement, qui était une mémoire qui était commune à l'ensemble des processeurs. Et puis plus tard, elle s'appelait symétrique multiprocesseur pour une raison qui, dans l'histoire, est apparue plus tardivement et sur laquelle on reviendra plus tard. Donc ici, a priori, si on a des machines qui sont capables de faire quelques gigaflops, si on veut aller vers le teraflop et pétaflop, il suffit de rajouter un nombre de multiplier les unités de traitement et leur puissance devrait naturellement s'additionner pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Donc ça marche bien sur le papier, mais en pratique, ça ne marche pas parce que le goulot d'étranglement, maintenant, d'après vous, il est où? Vous quittez tous les matins, enfin pas aujourd'hui, mais vous quittez tous les matins votre domicile en voiture pour vous rendre au même endroit, vous allez être pris dans des embouteillages. Ici, on va avoir des embouteillages sur le réseau d'interconnexion qui ne sera plus en capacité à alimenter toutes les unités de traitement données lorsque les unités de traitement auront besoin de ces données. Donc, oui, je vous en prie. Est-ce que tous les algorithmes peuvent s'adapter à ce système-là SMP que vous donnez? Eh bien, non. La
réponse est non, et c'est la difficulté aujourd'hui, c'est que lorsque vous allez devoir imaginer de nouveaux algorithmes, et c'est ce que je disais préalablement, ce que j'ai peut-être évoqué trop rapidement dans la première séance de cours. Aujourd'hui, lorsqu'on va être amené à développer des nouvelles méthodes numériques, il va falloir intégrer dans le design de ces méthodes le fait que ces méthodes devront être exploitées sur des machines dites parallèles. Et donc, ça écarte tout un tas d'options, d'algorithmes possibles, parce que justement, on ne sera pas en capacité à les présenter et à les mettre en œuvre sur une machine parallèle. Il y a beaucoup d'algorithmes qui étaient a priori très séquentiels, de nature assez séquentielle, sur lesquels il y a beaucoup de travaux qui ont été faits d'un point de vue plus informatique pour essayer d'exprimer des calculs indépendants. Mais sur les machines avec le nombre de cœurs, de processeurs, de FPU dont on parle aujourd'hui, si on a un algorithme qui n'est pas naturellement parallèle, on va être limité en termes de performance et on ne sera pas en capacité à exploiter l'intégralité de la puissance de la machine. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire qui intervient aujourd'hui dans le choix des méthodes et les options qu'on va être amené et les choix qu'on va être amené à faire lorsque l'on va développer de nouvelles machines, de nouveaux algorithmes. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas, parce que là, je ne vois pas le visage de chacun en cours. Il y a quand même, ne serait-ce que l'expression corporelle qui aide un petit peu pour voir si on a perdu tout le monde ou si ça va. Donc n'hésitez pas à interrompre. On est en mode dégradé, mais on a un outil qui nous permet malgré tout d'avoir des interactions, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Donc là, le goulot d'étranglement, elle se situe, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, se situe ici sur le réseau d'interconnexion. Donc quelle solution naturelle on peut envisager pour casser ce goulot d'étranglement et le contourner. Alors si vous avez récupéré les planches, vous devez avoir la solution, mais si vous n'avez pas encore les planches, qu'est-ce que vous feriez pour casser pour éviter ce goulot d'étranglement et essayer de le limiter au maximum? Plus de mémoire. Alors, la difficulté, pas nécessairement au niveau du volume de la mémoire. En fait, technologiquement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est ce réseau d'interconnexion sur lequel... Parce qu'idéalement, ce réseau d'interconnexion, ce qu'on lui demande, c'est être capable de délivrer n'importe quel élément de la mémoire à l'ensemble des processeurs. Donc ça, dans le jargon des réseaux, c'est ce qui s'appelle un réseau crossbar qui permet à tout instant à tous les processeurs d'accéder à n'importe quelle région de la mémoire. Et là, on a une limite technologique, c'est que ces réseaux crossbar, on ne sait pas les construire au-delà de quelques dizaines d'entrées. Donc il faudra changer les réseaux, il faudra faire évoluer les réseaux, mais le goulot d'étranglement, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de la mémoire, mais il est au niveau de l'accès à la mémoire. Donc en fait, la solution qui a été retenue, ça a été de prendre la mémoire, de la casser en morceaux et de la rattacher de façon privilégiée, chacun des morceaux, aux différentes unités de calcul. Donc ça, ce sont des machines qui, lorsqu'elles sont apparues, se sont appelées des machines à mémoire distribuée, parce qu'on a cassé la mémoire, on l'a distribuée sur l'ensemble des processeurs. Donc ça, c'est des terminologies qui continuent à exister, qui s'appellent aussi parfois, qu'on appelle également des clusters. Donc c'est un mot qui est revenu à la mode malheureusement ces derniers temps. Donc c'est une grappe de processeurs, parce que en particulier, vous voyez que, de façon très schématique, cette architecture-là, qui est cette machine à mémoire distribuée, c'est rien d'autre que... les éléments de base sont rien d'autre que vos PC. Donc typiquement, un réseau de PC, ça peut être vu comme une machine parallèle. Et en fait, on peut utiliser un réseau de PC comme une machine parallèle si on met un réseau d'interconnexion suffisamment puissant. D'accord? Donc ça, ce sont des machines qui sont appelées d'abord machines à mémoire distribuée, puis ensuite les informaticiens qui aiment bien changer de nom ont appelé ces machines-là des machines NUMA. Et NUMA, ça signifie Non-Uniform Memory Access. Et ce nom-là vient du fait que lorsque une unité de traitement a besoin d'accéder à une donnée, et si la donnée à laquelle il a besoin d'accéder se trouve dans la mémoire qui lui a été raccrochée, évidemment, il va y accéder beaucoup plus rapidement que s'il doit aller chercher la donnée dans la mémoire d'un de ses voisins. Alors, aller chercher la donnée dans la mémoire d'un voisin, ça veut dire avoir un mécanisme informatique où on va y accéder. D'accord ? Mais toujours est-il qu'en termes de temps d'accès, vous avez un accès privilégié aux données qui sont situées dans votre mémoire. Et donc, c'est pour cela que ces machines-là se trouvent aussi sous le nom, parfois, de machines NUMA. Et de façon plus générale, ensuite, NUMA a été étendu à d'autres configurations. Et en fait, c'est parce que ces machines-là avaient des accès non uniformes à la mémoire que les machines dites
à mémoire distribuée ont été renommés en symétrique multiprocesseur. Et le terme de symétrie ici est une symétrie vis-à-vis des accès à la mémoire. Parce que dans ce schéma-là, tous les processeurs ont les mêmes privilèges d'accès à la mémoire et donc tous les processeurs potentiellement peuvent accéder à la mémoire avec la même facilité et le même temps d'accès. D'accord? Donc, vous pouvez, on va retrouver le terme de symétrique multiprocesseur ou de SMP lorsque vous allez briller en société et discuter avec des collègues informaticiens qui vous parlent de machine HPC. Voilà. Alors ça, c'est pas mal. Ça a bien fonctionné. Mais là encore, on retrouve exactement le même défaut que dans le cas précédent, c'est-à-dire que si on a des machines ici qui sont constituées de processeurs qui font quelques gigaflops, eh bien, il faudra en aligner quelques millions pour être capable d'atteindre la performance qu'on cherche, qui est de l'ordre de l'hexaflop aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait des réseaux d'interconnexion qui sont trop compliqués. Donc, l'alternative à ça, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre les solutions qu'on a et de les combiner différemment. Et la combinaison qui est faite aujourd'hui majoritairement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce qu'on appelle des clusters de SMP, où on va avoir, comme précédemment dans le cas d'un cluster, un réseau d'interconnexion qui connecte ce qu'on appelle des nœuds. Mais cette fois-ci, le nœud ne sera pas plus constitué de la mémoire et d'un processeur, mais le nœud sera constitué d'un bloc mémoire et de plusieurs processeurs. Et généralement, ces processeurs sont aujourd'hui appelés des cœurs de calcul. D'accord. La terminologie aujourd'hui, et si vous prenez le dépliant d'un PC que vous allez acheter non pas sur Amazon, mais que vous achetez à la FNAC, vous verrez qu'on vous dira que c'est un processeur multicœur, parce qu'en fait, en termes de design électronique au sens design de chip, on est capable aujourd'hui de fondre plusieurs processeurs sur un même morceau de silicone, pas de silicone, de silicium, et du coup on a renommé ce qui s'appelait autrefois processeur en cœur, et un processeur, c'est un terme qui est aujourd'hui assez flou, mais qui généralement rassemble un ensemble de cœurs qui partagent de la mémoire, ou qui partagent une certaine forme de mémoire. Donc ce qu'on va appeler un nœud sur ce type de machine-là, ça va être cet ensemble mémoire et un ensemble de processeurs, et cet ensemble de processeurs en fait peuvent être de nature différente, parce que sur ces différentes unités de traitement, on va avoir une certaine hétérogénéité. On va trouver des processeurs dits classiques, qui sont ceux que vous utilisez lorsque vous faites votre programmation dans votre langage C, MATLAB, Fortran ou Python, mais vous allez également retrouver des choses qui sont un peu plus exotiques et qui sont des GPU, donc ou GPU. Donc ça, c'est des objets dont vous avez déjà entendu parler. Vous savez ce que c'est un GPU? Des cartes graphiques. Oui, ce sont des cartes graphiques. Alors, il se trouve que ces cartes graphiques, d'un point de vue utilisation, elles sont très intéressantes parce qu'elles ont une puissance de calcul. Elles ont initialement été designées pour faire du graphique. Donc, elles ont été designées pour avoir un fonctionnement qui, si je me réfère à la taxonomie que j'ai introduite la dernière fois de Flynn, qui est un fonctionnement plutôt de type SIMD, pour tout ce qui est aussi attrait à l'image. Donc, ils sont capables de faire simultanément la même... Alors, c'est pas tout à fait, c'est un niveau qui n'est pas microscopique de l'instruction, mais exécuter un jeu d'instructions extrêmement rapidement sur des données très différentes, enfin des données différentes. Et c'est des objets qui ont été initialement développés non pas pour faire du calcul scientifique, mais pour faire des Game Boy, qui, de par leur développement à très grande échelle, en ont fait des composantes dont le prix était plutôt bas, et donc qui a éveillé l'appétit des constructeurs qui se sont dit qu'ils avaient des composantes idéales pour construire des machines puissantes. Et ce qui a conduit à introduire ces machines hétérogènes sur lesquelles on trouve des CPU et des GPU. Alors, pour revenir sur la question de votre collègue précédemment, qui était que tous les algos ne sont pas adaptés aux machines parallèles, là on rentre dans une zoologie encore plus compliquée, c'est que tous les algos ne sont pas capables d'exploiter efficacement les GPU. Et donc une des difficultés aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir, c'est aussi un peu un pari sur le futur, d'essayer de développer des méthodes et des algos
qui sera en capacité d'utiliser ces nœuds hétérogènes, c'est-à-dire réaliser une partie du calcul sur le CPU et de déporter sur les GPU certains noyaux de calcul parce qu'ils sont plus efficaces sur ces GPU. Donc en termes de complexité de mise en œuvre, là on change d'ordre de magnitude. Et là, quelque part, on verra tout à l'heure, il y a des choix architecturaux qui sont faits par différents constructeurs qui sont éventuellement de nature assez différente. Et la majorité aujourd'hui, ou ces derniers temps, était à base de constructeurs étaient à base de nœuds hétérogènes qui rendaient la vie des développeurs d'outils numériques relativement compliquée. Bon, il y a aujourd'hui des alternatives qui commencent à réapparaître. C'est un peu l'histoire qui cycle, mais avec des solutions qui existaient dans les années 80, qui réapparaissent aujourd'hui et qui, de mon point de vue, paraissent un peu plus abordables pour le design d'Algo. Et vous pouvez avoir des choses encore plus exotiques, hein, les FPGA. Donc les FPGA, c'est passé, je ne sais même plus quel sens de l'acronyme, mais en fait, c'est des composantes reconfigurables. Et donc, vous pouvez à la volée, a priori, reconfigurer votre matériel en fonction de l'opération que vous voulez y réaliser, quoi. Donc ça existe aussi, il y a des recherches qui vont dans cette direction-là. Donc si on regarde un petit peu plus d'un point de vue microscopique à quoi ça ressemble, donc ça c'est une carte, une vision microscopique, enfin au microscope d'une carte. Donc ça c'est une carte dite mère, ça c'est un terme dont vous avez entendu parler, où vous retrouvez les cœurs. Donc c'est ici que va se faire, le cœur va être composé d'un CPU et de plusieurs FPU pour faire les calculs. Ici, il y a des termes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la mémoire cache. Donc on en reparlera plus tard, mais ça c'est en général des choses qui apparaissent aussi sur les dépliants des machines lorsque vous allez en acheter une à la FNAC. Et généralement, plus le cache est gros, plus la machine est chère. Parce que ça c'est de la mémoire rapide, qui doit garantir que votre algorithme et donc votre machine sera performante. Et puis ensuite, il y a des contrôleurs qui sont généralement mutualisés par différents cœurs pour accéder à la mémoire, des cartes d'IO pour accéder au disque, qui sont là aussi, optimisées. Et puis ces différents cartes mères, on les assemble dans des racks. Donc ça c'est un rack qui va être composé de plusieurs boards qui vont eux-mêmes contenir plusieurs cartes multicœurs. Et donc ça va composer un nœud d'une machine SMP, parce que là, en plus de ces cœurs, on a la mémoire qui est partagée par le contrôleur, qui est partagée par l'ensemble de ces cartes. Et puis ces racks, on va les enficher dans une armoire. Et puis donc là, vous voyez que chacun de ces éléments ici, en fait, ça correspond à un rack. Et on en enfile autant qu'on peut en fonction de la dimension de l'armoire qu'on a acheté. Et puis ce qui apparaît en bleu ici, ce sont juste des câbles réseau qui permettent d'interconnecter tout ça. D'accord. Et puis là, donc du coup, ça vous fait une armoire avec un certain nombre de cœurs. Et puis ces choses-là, on les assemble. Et ça, c'est ce à quoi ressemblait une machine qui s'appelle le K-Computer, qui est installée à Riken au Japon, où chacune de ces armoires, en fait, correspondait à un de ces racks présentés ici, enfin, une de ces armoires présentées ici. Et donc là, on en aligne autant que l'on peut dans une infrastructure bâtiment qu'on a construite, généralement juste pour héberger physiquement la machine. Parce que là, il y a on aperçoit ici en blanc, en fait, c'est du câble qui relie tout le monde. Et ce qu'on n'aperçoit pas, c'est ce qui se passe sous le faux plancher, là, avec toute l'interconnexion, les alimentations électriques, et puis des câbles d'accès, des câbles réseau, et toute la soufflerie qu'il faut pour arriver à ventiler tout ça, pour éviter que ça chauffe trop. D'accord ? Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des projets d'infrastructure et des projets d'acquisition de machines de cette nature-là, la première étape dans le projet, c'est construire le bâtiment qui va héberger la dite machine. Et accessoirement, se renseigner auprès de son fournisseur d'électricité pour être sûr qu'on va avoir la puissance nécessaire pour la faire fonctionner. Bon, ça c'est une planche que je présente qui est un petit peu ancienne, mais qui juste pour introduire quelques termes qu'on voit réapparaître, et puis notamment en particulier là, celui qui est au milieu de rouge, une machine vectorielle, ce qui s'appelait des machines vectorielles. En fait, c'est, comme je vous disais, le monde où l'histoire est un éternel recommencement, et c'est ce qui revient par être considéré aujourd'hui par les designers de nouvelles architectures. Donc vous voyez ici, en fait, au cours des ans, donc ça va être en 2010,
l'évolution des puissances de calcul avec chacun des points qui correspond à la machine la plus puissante installée à un instant T, quelque part sur la planète. Alors le monsieur dont vous avez la photo ici en haut, vous en connaissez sans doute le nom. C'est le monsieur qui avait prévu que d'un point de vue techno-électronique, on serait capable de doubler le nombre de transistors par surface de silicium tous les 18 mois. Donc vous savez comment il s'appelle? Moore, non? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est monsieur Moore qui avait prédit ça, et en fait, sa prédiction s'est révélée exacte jusqu'à entre les années 90 et 2000, où en fait la taille des gravures a fini de se réduire, et donc il a fallu avoir recours à autre chose pour accélérer la puissance des calculateurs, et en particulier la voie qui a été retenue, c'est de faire du calcul parallèle et non plus du calcul très efficace. Donc là aussi, vous avez les noms qui apparaissent ici, ce sont les noms de constructeurs. Alors la majorité, même aujourd'hui, ont disparu ou les noms ont été rachetés. Il y a un constructeur qui a fait preuve d'une certaine constance, c'est IBM, dont vous avez dû entendre parler, même si aujourd'hui IBM a revendu la majorité de son activité sur la vente de matériel informatique, entre guillemets, de base. Il continue à construire et à fondre des processeurs, mais essentiellement pour le marché américain et pour les machines américaines. Donc ensuite, donc ça, début des années 50-60, c'était des machines purement scalaires, alors des machines digitales, d'accord. Donc je ne sais pas si les premières machines analogiques, les premières machines qui ont fait du calcul, la première machine qui a fait du calcul, c'est la machine de Pascal, hein, donc ça remonte à quelques années. Et ensuite, on a toujours cherché à avoir des automates pour faire des calculs, mais des automates qui étaient soit digitaux, soit analogiques. Et aujourd'hui, ça apparaît une évidence pour tout le monde que tous les calculateurs sont digitaux. Dans les années 50, c'était pas clair du tout. Et il y a eu une certaine compétition entre des approches analogiques et des approches digitales du calcul, des calculateurs. Bon, c'est la solution digitale qui s'est imposée, et un des pionniers là-dedans, c'était IBM. Donc, les premières machines dans ces années-là étaient des machines dites scalaires, qui sont la perception que je pense vous avez aujourd'hui du calcul, c'est-à-dire qu'à un instant donné, je vais faire une opération sur deux opérandes qui sont de type scalaire, et puis lorsque j'ai fait cette opération-là, au temps de cycle suivant, le CPU va me demander de faire une opération à nouveau sur deux scalaires différents pour produire un troisième scalaire. Donc ça, c'est une suite qui a été, une logique qui a été poussée jusqu'au milieu des années 60, puis ensuite est apparue la notion de superscalaire, c'est-à-dire arriver à faire plusieurs opérations, décomposer partiellement les opérations sur les scalaires, de sorte qu'on soit capable de faire plusieurs opérations sur les scalaires simultanément, ou des sous-opérations sur les scalaires simultanément. Et puis est apparu au milieu des années 70 et jusqu'au début des années 90, ça a été le règne des machines dites vectorielles. Alors, les machines vectorielles, c'était des machines qui étaient particulièrement efficaces à partir du moment où on avait besoin de faire des opérations non pas sur des scalaires, mais sur des vecteurs. Et ça, c'était plutôt bien pour tout ce qui est calcul scientifique dit classique. Et alors, quand je dis calcul scientifique dit classique, je ne parle pas d'IA, dans lequel les calculs sont de nature un petit peu différente, mais pour tout ce qui était simulation, entre guillemets, haute fidélité, qui se faisait sur des réels ou des complexes, bien souvent, on avait à manipuler des objets qu'on arrivait à représenter comme des vecteurs, et du coup, on avait des processeurs qui étaient capables de travailler efficacement sur des vecteurs. Et donc ça a été essentiellement lancé et poussé à son extrême, essentiellement par quelqu'un qui a eu un éclair de génie, qui s'appelle Seymour Cray, qui a construit sa compagnie et qui a eu 3 générations de processeurs qui sont allés du Cray 1 au Cray 2, en passant par un Cray XMP, Cray YMP, qui étaient dans ces années-là vraiment les machines les plus puissantes. Et puis est arrivée l'ère du calcul parallèle, avec un constructeur qui est apparu et qui a disparu. Donc là, vous voyez que Cray a disparu, et puis le nom aujourd'hui continue à exister, mais c'est juste pour le prestige du nom. La compagnie elle-même a disparu, le nom a été racheté.
Là, vous voyez apparaître les premières machines parallèles qui sont des machines TMC, qui sont des thinking machines, qui étaient des machines qui avaient été développées essentiellement par la DARPA pour faire de l'analyse d'images et qui étaient des machines massivement SIMD. Donc, qui étaient capables de faire simultanément sur des données différentes exactement la même opération. Et ça, c'était des machines qui étaient initialement conçues pour faire essentiellement du traitement d'images, qui, lorsqu'elles sont apparues, ont été extrêmement puissantes, sauf qu'elles étaient extrêmement limitées en termes de champs applicatifs dans lesquels on pouvait les utiliser. Et en particulier, si on revient sur des problèmes d'engineering classiques à base de DP, eh bien, lorsqu'on a une DP, souvent, le DP est défini dans un monde continu, on est obligé de la discrétiser, donc en avoir une représentation discrète sur un objet qui est le maillage. Et à partir du moment où on avait un maillage qui n'était pas structuré, eh bien, on n'avait pas la capacité d'exploiter ces machines-là. Et aujourd'hui, souvent, on est amené à avoir des maillages non structurés parce que la physique se développe pas de façon uniforme et donc on est généralement intéressé par raffiner dans les zones où la physique se met en place. Et donc, ça conduit généralement à avoir des maillages fortement non structurés. Et donc, ces machines-là n'étaient pas adaptées. Le besoin était plutôt sur ces simulations-là et donc là, le concept a été abandonné. En tous les cas, le concept dans son intégralité, c'est-à-dire une machine unique sur ce principe-là a été abandonné, mais c'est ce qu'on a retrouvé plus tard et qu'on reconnaît aujourd'hui sous la forme de GPU. Les GPU sont basés sur le même principe qui était autrefois poussé à l'extrême sur l'intégralité d'une machine. On va le retrouver aujourd'hui sur une GPU, juste sur une unité de calcul qui est capable de faire je ne sais plus comment ils appellent le jargon de GPU, mais un bloc d'instructions identique sur des jeux de données vraiment différents. Et puis, donc, début des années 2000, il y a eu un grand plan. Alors, première observation, ça, j'ai piqué ce slide à un monsieur qui s'appelle Jacques Dongara, qui suit cette affaire-là depuis très longtemps. C'est une vision très américaine, parce que là, vous n'êtes pas au fait de tout ça, mais CDC, IBM, Cray, TMC et les machines ASCII, ce sont essentiellement des machines américaines. Les Américains ont souvent été leaders, mais sont pas nés, ont souvent été leaders, mais ont été souvent en compétition avec en particulier le Japon, sur le développement de machines. Et donc là, sur ce slide-là, il manque un certain nombre d'acteurs, au rang desquels vous avez Fujitsu, Hitachi ou NEC pour les Japonais, qui ont développé énormément de machines parallèles, de machines pour la simulation. Donc les machines parallèles, donc si on regarde ce qui se passe ici dans la boîte ou l'hexagone jaune, on voit apparaître ces machines dites ASCII. Et en fait, ces machines ASCII correspondent à un programme américain qui a été lancé dans les fin des années 2000. Donc ASCII, c'était Accelerated Computing Initiative, le S, je ne sais plus ce que ça signifie. En fait, qui correspond à une période où les accords de non-prolifération ont été signés, de non-prolifération de l'armement nucléaire ont été signés, et l'expérimentation en grandeur réelle a été interdite. Pour essayer de limiter la prolifération de l'armement, pour éviter qu'on se retrouve sur une terre qui explose. Pour autant, un certain nombre de pays étaient équipés de l'arme nucléaire, et si on ne peut plus faire d'expérimentation, on est gêné parce qu'on n'est plus en capacité à prévoir le vieillissement de l'armement, à minima. On se doute bien que les pays continuent sans doute à développer des armes un peu plus efficaces, mais ne serait-ce que pour étudier le vieillissement de l'armement, on n'était plus en capacité de le faire de façon dans des laboratoires ou en grandeur réelle, et donc il a fallu avoir recours à la simulation. Et il se trouve que, si vous regardez, ça correspond à peu près à 50 ans après que la première bombe a été utilisée. Ce qui veut dire que tous les gens qui avaient participé au programme de définition et de design de l'armement nucléaire étaient sur le départ à la retraite. Et il fallait pérenniser malgré tout les compétences qui avaient été acquises. Et donc le choix a été fait de lancer des programmes très, très numériques, très digitaux, pour essayer de consolider, de pérenniser les compétences qui étaient en train de disparaître. Et ça a été une des premières situations où les compétences technologiques étaient en train de se perdre. On a connu exactement la même chose dans le domaine civil. Aujourd'hui, si vous allez voir les gens, les ingénieurs qui bossent chez Airbus et vous leur demandez de refaire un Concorde, plus personne ne sait faire voler un avion à ces régimes supersoniques. La compétence s'est perdue. Et donc là, un des moyens de la pérenniser, puisque c'était des compétences humaines et individuelles, ça a été d'essayer de digitaliser tout ça.
Et pour digitaliser tout ça, il fallait avoir des machines qui soient capables de faire les calculs avec un nombre très important de ressources. Et donc, les États-Unis ont lancé ce programme ASCII qui a visé à développer à la fois les outils de simulation et les machines qui étaient utilisées pour faire ces simulations-là. Et, petit effet d'aubaine, ça leur a permis aussi de relancer qui commençait à être dépassé par le... Voilà. Donc, et là, on va vers des machines qui sont après, qui s'appellent, ce qui est en violet ici, c'est ce qu'on a appelé par la suite des machines MPP pour Massively Parallel Processing. Donc ça, c'est un brin d'histoire vu par les Américains. Donc comme je vous dis, là-dedans, il manque Fujitsu et Hitachi et NEC, essentiellement pour la partie japonaise. L'Europe a malheureusement toujours été un petit peu en deçà. En Europe, on n'a plus de constructeurs. Le seul, il reste un constructeur en Europe, peut-être que vous le connaissez. Il a changé de nom et son PDG est passé au commissaire européen. Donc peut-être que vous avez entendu parler de la compagnie à cette occasion-là. Atos, c'est une compagnie que vous... Atos Bull. Bon. Donc, c'est le dernier constructeur européen qui... Alors, si un constructeur, les processeurs sont essentiellement des processeurs du marché qui sont fondus pour l'instant essentiellement aux États-Unis à base de processeurs Intel. Donc, si on regarde un petit peu aujourd'hui, quelles sont les machines les plus puissantes installées à la surface du globe, en tous les cas dont les propriétaires acceptent de communiquer sur leur installation. Donc ça, c'est un classement qui s'appelle le Top 500. Si vous faites un coup de Google ou de autre chose, de moteur de recherche sur le Top 500, vous tomberez sur le site où vous aurez davantage de détails. Mais donc c'est un classement qui est fait et qui est mis à jour tous les 6 mois. Donc là, c'est le dernier recensement qui a été fait au mois de juin. Alors, il y a 2 conférences qui font l'objet de ces annonces. Une qui est organisée en Europe, en Allemagne, et une qui est donc au mois de juin en Allemagne, et puis une qui est organisée au mois de novembre aux États-Unis, qui s'appelle Supercomputing. Donc là, dernier classement qui remonte au mois de juin dernier. Donc le classement se fait sur la performance, la capacité qu'ont les calculateurs à résoudre un problème particulier. Et le problème particulier qui est utilisé pour faire ce classement, c'est la factorisation d'une matrice dense en réel par une méthode LU avec pivotage. Donc c'est un truc qui a aujourd'hui, d'un point de vue pratique, pas un grand intérêt, parce que le classement, si vous regardez le nombre de cœurs qui correspond, si on regarde juste le nombre de cœurs qui est donné ici, vous voyez que la machine classée numéro 1, qui est la machine japonaise, elle a 7 millions de cœurs. Donc ça commence à faire du monde. Ce qui veut dire que la matrice qui a été utilisée pour faire cette expérimentation, c'est une matrice qui a quelques dizaines de millions de lignes et de colonnes. Aujourd'hui, dans le monde réel du calcul scientifique, personne ne travaille sur ce type d'objet. Si des matrices, des opérateurs qui conduiraient des matrices denses, on en rencontre, mais généralement, on ne passe jamais par leur représentation matricielle si on veut les manipuler. Donc ça, c'est un benchmark qui a été utilisé, qui historiquement été utilisé, mais qui aujourd'hui a plus grand sens parce qu'il correspond à résoudre un problème que plus personne ne traite par ces méthodes-là. Bon. Il se trouve qu'il continue à être utilisé parce qu'il permet d'avoir une certaine continuité de la mesure et d'avoir un point d'observation qui est invariant dans le temps. Donc là, ce qui est représenté ici, ce sont les 6 premières machines pour ce classement-là. Et ce que vous pouvez observer, donc d'abord vous voyez où elles sont installées. Donc vous voyez que la première est installée au Japon, puis ensuite on retrouve 2 machines qui sont installées aux États-Unis, puis après vous avez un newcomer, la Chine a commencé à s'intéresser à ça il y a une petite dizaine d'années. Ils sont aujourd'hui parmi les premières puissances de calcul également. Et puis après là vous avez l'Italie, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Donc si vous regardez un petit peu, comment est-ce qu'on déchiffre ce tableau-là? Donc là vous avez le petit nom de la machine. Donc la machine japonaise s'appelle
Fugaku. Je ne sais pas si je prononce correctement. Et puis derrière, vous avez tout un tas d'informations. Donc essentiellement, là, vous avez le nom du processeur qui est utilisé. Oups, pardon. Vous avez le nom du processeur qui est utilisé. Donc c'est un processeur à 64 FX. Donc ça, on jargonne sérieusement. Ce qui est important derrière, c'est le 48C signifie qu'en fait, ce processeur-là est un processeur multicœur. Et chaque processeur est constitué de 48 cœurs. Donc là, vous avez déjà au niveau du processeur du parallélisme, puisque vous avez 48 cœurs indépendants qui sont gravés sur le même type. Ensuite, vous avez le réseau d'interconnexion qui permet de connecter l'ensemble de ces cœurs, et ça, le petit nom qui j'ai donné, c'est TOFU. Et en fait, on en reparlera plus tard, mais il s'avère que ça, c'est un réseau d'interconnexion qui n'est pas du tout aussi simple que celui que je vous ai présenté précédemment. C'est en fait c'est un TOR à 6 dimensions. D'accord. Donc là, si j'avais eu la tablette, j'aurais pu. Un TOR à une dimension, c'est quoi? C'est le TOR le plus simple qu'on puisse représenter. C'est un anneau, quoi. Vous avez tous les processeurs qui sont connectés avec leurs voisins et puis de façon périodique. D'accord. Donc vous avez un ensemble de processeurs et puis le réseau d'interconnexion qui vous permet de faire transiter de l'information entre les différents processeurs, c'est juste un lien qui connecte chacun des processeurs à son prédécesseur et à son successeur, et puis ceux qui se trouvent en bout de chaîne on reboucle de façon périodique. Donc ça, c'est un TOR 1D. Un TOR 2D, vous faites la même chose dans la 2 dimensions. Donc en gros, c'est une matrice de processeurs, d'accord. Donc c'est une matrice dense, où cette fois-ci, les éléments de votre matrice, c'est pas un nombre comme vous avez l'habitude de manipuler, mais c'est un processeur. Et les voisins sur les lignes et les colonnes sont voisins au sens du réseau, c'est-à-dire qu'ils sont connectés directement par un morceau de cuivre ou quelque chose d'équivalent pour communiquer de façon privée avec leurs voisins immédiats. Et c'est un TOR dans le sens où on retrouve la périodicité sur la première ligne, dernière ligne, première colonne, dernière colonne. Donc ce principe-là, vous pouvez l'étendre, passer à un TOR 3D. Le TOR 3D, on sait encore le dessiner, c'est un cube, et puis vous rebouclez sur les faces du cube pour aller vous reconnecter aux faces opposées. Donc ça, c'est un TOR 3D. Et puis ensuite, vous travaillez dans le monde les objets que vous manipulez, vous êtes en multilinéaire, c'est un tenseur. Et vous avez donc des réseaux avec autant jusqu'à 6 entrées aujourd'hui pour dire quels sont les 6 voisins de chacun des processeurs dans les 6 dimensions que vous pouvez décrire formellement avec ce réseau. Donc, ensuite, si on continue à déchiffrer, donc ici vous avez la colonne des cœurs. Donc ça, c'est le nombre de cœurs qui constitue la machine. Donc ici, une machine avec 7 millions de cœurs. Donc, être capable d'occuper ces 7 millions de cœurs, ça veut dire qu'il va falloir quand même avoir des algorithmes ou des simulations qui sont intrinsèquement parallèles, dans lesquels vous allez intrinsèquement pouvoir exprimer des calculs indépendants. Et puis à côté, vous avez... Alors attendez, là, je vais peut-être... Ouais, désolé, j'étais sur le... Donc, à côté, vous avez le pic. Et donc, le R peak, c'est la puissance de crête obtenue sur cette factorisation pour la machine en question. Et ici, donc, elle est exprimée en teraflops, et on a 500 000 teraflops. Donc, à un instant donné, la machine a été capable de faire 500 000 opérations flottantes par seconde. D'accord. Donc là, on est au demi-hexaflop. D'accord. On est au demi-hexaflop sur de l'arithmétique 64 bits. Et puis la dernière colonne, qui n'est pas anodine du tout, c'est, là on a parlé de fil d'interconnexion pour faire passer les données, ça c'est le fil d'alimentation qu'il vous faut pour faire fonctionner votre machine. Donc cette machine-là, elle fonctionne et elle a une puissance de 28 000 kilowatts. Donc 28 000 kilowatts, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la consommation de 4 rames de TGV lancées à pleine vitesse. D'accord. Donc là, vous avez 4 rames de TGV qui sont en train de rouler à pleine vitesse à permanence pour faire opérer la machine. Et c'est là que se situe un des freins et un des challenges principaux pour construire ces machines hexaflopiques, c'est arriver à faire fonctionner ces machines-là dans un budget énergétique acceptable,
c'est-à-dire être capable de construire une machine sans être obligé de construire une centrale nucléaire à côté pour la faire fonctionner. Et c'est là que se situent les enjeux technologiques aujourd'hui pour le design de ces machines-là. Et vous voyez que par rapport à la machine qui est juste derrière, qui en puissance est à peu près d'un ordre 2, on retrouve à peu près le même rapport de puissance, quoi. Donc ce qui était espéré, et je pense que j'ai une planche plus tard dessus, c'est ce qui a été espéré lorsque les projets qui visaient à construire ces machines Exaflop ont été lancés, c'est arrive à construire des machines Exaflop dans un budget énergétique de l'ordre de 20 MW. Là, on est déjà au-dessus, on n'est pas encore au mégawatt. Ce qui veut dire que la techno a encore besoin d'évoluer si on veut être en capacité d'atteindre les objectifs fixés il y a une dizaine d'années lorsqu'on a commencé à envisager cette situation-là. Donc ça, c'est la machine installée au Japon, donc à base de processeurs ARM, et qui sont fondus par Fujitsu. Des fondeurs aujourd'hui, il n'en existe plus beaucoup. Vous en avez quelques-uns aux États-Unis et quelques-uns au Japon. Et en Chine, probablement. La deuxième machine la plus puissante dans ce classement, c'est une machine qui est construite là aujourd'hui par IBM, donc qui continue à concevoir des machines pour la DOI. Et c'est, vous voyez, c'est une machine qui est, alors je ne sais pas si ces acronymes-là vous sont familiers, mais la DOI, c'est le Department of Energy. D'accord, c'est l'équivalent de, si on veut faire c'est l'équivalent du CEA français. C'est le CEA, ça vous parle? Vous connaissez le CEA ou pas? Enfin, en plus, je pense qu'ils ont changé de nom aussi récemment, mais CEA, vous savez ce que ça veut dire? Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Voilà, c'est ça, merci. Donc, je savais qu'il me manquait l'alternative, mais ouais. Donc CEA, c'est Commissariat à l'énergie atomique, et c'est les gens qui s'intéressent à l'atome militaire, mais aussi civil. D'accord. Donc, ça, c'est le pendant américain, et c'est pas étonnant de retrouver les machines les plus puissantes côté États-Unis installées dans les labos qui sont financés par la DOI. Donc, vous voyez que les machines 2 et 3 sont des labos de la DOI. Vous voyez que le nombre de cœurs reste quand même supérieur au million. Et puis là, vous avez des performances qui s'éloignent un petit peu de l'Exaflop. Et puis après, vous avez deux machines là qui apparaissent, qui sont des machines en fait chinoises. Alors ça, il y aura un petit graphe plus tard pour montrer que la Chine s'est intéressée au calcul parallèle ou calcul intensif depuis ces dernières années. Et comme souvent avec la Chine, quand ils commencent à s'intéresser à quelque chose, ils vont relativement vite. Ce sont des machines qui sont assez particulières. Alors ici, vous voyez que la machine classée 5, en fait, c'est une machine qui est à base de processeurs Intel. D'accord. Donc ils avaient, sur cette machine-là, ce qu'ils avaient designé, c'est essentiellement l'OS, parce qu'ils avaient un OS qui est sans doute du Linux adapté. Mais ils avaient développé essentiellement le réseau d'interconnexion et ils avaient interconnecté des nœuds qui étaient à base d'Intel. Entre-temps, il y a eu un embargo du département of Commerce qui a mis un embargo sur l'exportation de matériel informatique Intel vers la Chine. Et les Chinois, dans l'année qui ont suivi, ils avaient déjà un programme de design de processeurs. L'année qui a suivi, ils ont construit une machine à partir de technologies propres chinoises, qu'ils ont appelée Sunway, et qui a été numéro 1 du classement de top 500 au moment où la machine est sortie. Donc ça, c'est les Chinois qui sont maintenant des players dans ce périmètre-là. Et puis, ça, c'est la première machine alors qui est particulière pour plusieurs raisons. C'est d'abord la première machine installée ailleurs que dans un centre de recherche. Et c'est la première machine industrielle installée et référencée, en tous les cas, dans ce classement de top 500. C'est une machine qui est installée en Italie, et vous voyez que en fait, c'est une machine qui est à base de processeurs classiques Xeon Intel, plus NVIDIA. Donc NVIDIA, vous connaissez? Je suis sûr que vous êtes utilisateur de NVIDIA depuis très longtemps sans le savoir, c'est les Game Boy, c'est les constructeurs de GPU. Donc ça, c'est une machine hétérogène. Ça, c'est une machine hétérogène à base de processeurs classiques et de GPU. Alors que la machine qui aujourd'hui, enfin peut-être que j'ai oublié de mentionner, la machine qui est numéro 1 ici, c'est une machine qui est en fait une machine multicœur, mais homogène. Et ce que les Japonais ont réussi à faire sur cette machine-là, c'est se passer des GPU en rajoutant des unités vectorielles. Et donc là, c'est en ça que je vous dis que l'histoire est un éternel recommencement. En fait, on voit réapparaître sur ces machines-là de la technologie qu'on a connue dans les années 80 avec les premières machines vectorielles de Cray et les principes de M. Cray sur ces machines vectorielles. Et ça, c'est
de mon point de vue, et Frédéric pourra peut-être faire un commentaire là-dessus, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui vont avoir à développer des codes parce que c'est des choses qui sont plus abordables d'un point de vue conceptuel. Et en tous les cas, le différentiel entre un CPU classique et un CPU qui avec des unités vectorielles est bien moindre qu'entre un CPU classique et un GPU. Donc arriver à développer des méthodes numériques qui sont capables d'exploiter ça, ça paraît plus abordable, et en tout cas plus abordable à effort homme-moi ou homme et ingénieur plus raisonnable. Donc ça, c'est la première machine installée donc, dans une compagnie. Donc l'ENI, je ne sais pas si vous connaissez l'ENI en Italie. Son secteur d'activité. En fait, c'est des gens qui s'intéressent à des ressources géophysiques et essentiellement aux hydrocarbures. Donc ça, c'est quelle est la compagnie en France qui a les mêmes préoccupations? Total? Pardon? Je crois, la fin me paraissait bonne, mais je n'ai pas entendu le début. Non? Pas Total? Si, c'est Total. Ouais. Et en fait, Total, je l'ai pas. Enfin, si vous allez sur le site, vous verrez. En fait, Total, c'est aujourd'hui eux qui ont la machine la plus puissante en France. Et effectivement, ils s'intéressent aux mêmes problématiques. Et la raison qui fait que ils ont recours aujourd'hui à la simulation numérique, c'est que faire un trou et un forage pour aller chercher de nouvelles poches d'hydrocarbures ou de gaz, les plus faciles à exploiter ont été découvertes. Celles qui restent à exploiter sont à des profondeurs bien plus importantes et dans des couches géologiques beaucoup plus complexes que celles qui sont exploitées aujourd'hui. Et donc ça, c'est des choses... je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde pétrolier, mais la difficulté des pétroliers, c'est essentiellement reconstruire la structure et les strates géologiques sous-jacentes dans un milieu qu'on ne peut pas explorer. Donc pour faire ça, ce qu'ils font, c'est ils mènent des campagnes de mesures sismiques. Hein. Donc s'ils sont sur la Terre, ils se promènent avec des camions qui tapent le sol à une certaine fréquence pour générer des ondes sismiques. Et puis ils ont des capteurs disposés un petit peu partout à la surface qui permettent d'enregistrer les échos renvoyés par les différentes couches qui sont traversées par ces ondes sismiques. Et à partir de ces échos et de la vitesse à laquelle reviennent ces échos et ces différents échos, ils sont en capacité à résoudre un problème inverse qui consiste à reconstruire la géologie souterraine pour comprendre les échos qui sont observés. Donc tout ça se forme sous la forme d'un énorme problème d'optimisation et à le résoudre. Donc ça, c'est un problème qui mathématiquement est très, très compliqué, qui nécessite de manipuler énormément de données qui correspondent à des données qui sont faites en campagne sismique. Alors, les campagnes sismiques se font avec des camions en zone terrestre et se font avec des bateaux qui traînent des bouées qui émettent des sons si on va vers des simulations ou des recherches de nappes de pétrole ou d'hydrocarbures dans les océans, au fond des océans. Sachant que, là aussi, le recours à la simulation numérique, c'est pas pour la beauté du geste, c'est pour la beauté des mathématiques sous-jacentes. Hein, c'est parce que faire un forage aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, les machines dont on parle là sont extrêmement chères, mais ça représente que quelques trous par rapport à une expérimentation grandeur réelle qui consiste à faire le forage. Donc ça, c'est un grand secteur aujourd'hui qui a recours à la simulation numérique et qui fait que vous avez Eni en Italie et Total en France, qui sont les deux compagnies privées industrielles qui ont massivement recours à la simulation numérique. Donc comme je vous le disais, ce classement-là, il est fait sur un benchmark qui n'est pas nécessairement pertinent pour la simulation numérique usuelle, qui est celle qu'on rencontre au quotidien généralement. Celle qui a plus de sens, c'est probablement une autre mesure sur un autre bench, qui s'appelle le HP pour High Performance CG. Alors CG, CG, c'est des choses dont vous pouvez interpoler la signification. Il se trouve que c'est
une méthode dont vous entendez parler dans l'autre partie du module. Dans votre boîte à outils pour résoudre des systèmes linéaires lorsque la matrice est symétrique définie positive, si vous prenez une méthode itérative, quelle est la méthode de choix? Gradient conjugué. Voilà. Donc ça, oui, c'est ça, bravo. Donc ça, c'est un benchmark qui est basé sur une résolution d'un système linéaire creux avec une méthode de gradient conjugué. Et donc la grosse différence entre les deux problèmes qui sont résolus, c'est que dans le cas du HPL, là, qui était High Performance Lean Pack, on a un problème linéaire à résoudre qui est un problème dense, et donc extrêmement régulier. Ici, on a un gradient conjugué qui est défini sur une EDP, et donc avec beaucoup moins de régularité, en particulier un problème qui est creux. Et donc à partir du moment où vous avez un problème qui est creux, on verra plus tard que ce qui gouverne la performance, c'est l'accès aux données. Et là, à partir du moment où on est creux, on va avoir un accès beaucoup moins régulier aux données en mémoire que ne le permet l'accès à une donnée sur un objet très régulier qui est une matrice dense. Et donc la conséquence de ça, c'est que le ranking change. Donc la deuxième colonne, c'est le ranking dans le top 500 basé sur la mesure sur le matrice dense. Et le premier ranking, c'est pour la première colonne, c'est ce qui correspond aujourd'hui à cette mesure sur ce cas de calcul qui est un petit peu moins régulier. Donc vous voyez que ça ne change rien au classement des trois premières. Ce qui change malgré tout de façon assez notable, c'est la performance de crête obtenue. Donc là, la machine japonaise, là, elle était au demi hexaflop. Là, elle n'est plus qu'à 13 000